long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always, always, always. Nouvel épisode du podcast Basket Session, seulement Shai et moi finalement. Et du coup, comme on n'est que tous les deux et que moi j'avais pas été présent sur le CQFR de samedi, qui avait encore eu une tonne de questions, on va faire là aujourd'hui une deuxième session de rattrapage avec des questions, avec Shai et moi. Mais on fera quand même un podcast en plus cette semaine, un podcast avec un thème, avec Théo. Théo qui est particulièrement occupé notamment à gérer toutes les commandes du livre GOAT. Vous savez que notre livre GOAT est sorti, il est toujours disponible. Alors les précommandes sont terminées, donc les frais de port ne sont plus offerts, mais si vous êtes passé à côté, bah écoutez, vous pouvez quand même toujours prendre le livre. Il est là. Je suis en train de le montrer à l'écran même, voilà. Oui, parce que je ne peux pas voir la caméra de Shai. Voilà, sachez que voilà, il est La toujours. couverture est magnifique avec voilà. les illustrations de Thomas Ducrest. Ouais, toujours dispo. Et du coup, on fera quand même un podcast à thème, promis, on aura ça cette semaine. Et là, bah écoutez, deuxième session de questions-réponses. Tu sais que je viens de me planter, que j'ai montré le MOOC Small et pas le GOAT. Mais je ne peux pas savoir du coup, mais bravo. C'est magnifique. Je me disais, J'aurais comment dû te dans ma tête, J'aurais j'avais un dû te les- petit truc de... J'aurais dû te laisser, Comment ça, il l'a j'aurais dû te laisser la surprise au moment du truc, ça aurait été un beau fail. Mais non, j'ai pas encore le GOAT, mais vous pouvez toujours commander non, le GOAT. tu- Et vous on pouvez peut toujours encore l'avoir. commander le Small que je vous montre là, parce que je l'avais à côté. C'est vrai, Voilà. qui est toujours disponible aussi. Et si Théo n'est pas là, c'est peut-être qu'il est en train de faire le petit papa Théo et en train de vous livrer lui-même, d'aller acheminer lui-même les livres GOAT qui sont sortis d'impression. Mais alors, petit fail mis à part, on a effectivement toujours beaucoup de questions. Du coup, là, on s'est dit qu'en plus Antoine n'avait pas eu la chance de faire ce petit exercice qui est l'un de nos préférés, c'est-à-dire répondre à vos questions. Alors, trier vos questions, c'est moins drôle parce qu'il y en a quand même beaucoup et puis on essaye un peu d'équilibrer ceux qui en posent beaucoup, ceux qui en posent certains des nouveaux qui n'en avaient jamais posé. Donc Antoine, on va commencer cette semaine, alors pour le coup avec un habitué, qui nous propose une question puis un start bench cut sur une autre thématique. C'est Flying Flow, toujours très prolifique. Je te lis sa première question. Le légendaire commentateur italo-américain Dan Peterson, bien connu de nos amis transalpins et alter ego de George Eddy dans la botte, a récemment déclaré que le shoot à 3 points avait ruiné le basket et devait purement et simplement être banni afin de retrouver l'essence du jeu. A l'inverse, certains observateurs plaident pour l'instauration d'une ligne à 4 points, comme cela est déjà le cas cette saison dans le championnat philippin. Quel est votre point de vue sur la question ? Êtes-vous favorable au statu quo ? Et si vous étiez contraint de choisir, lequel de ces deux changements majeurs aurait votre préférence ? Et enfin, quelles seraient selon vous les conséquences de chacune des deux options, évidemment ? Moi, je suis pour le statu quo. Je comprends pas cette discussion permanente autour du 3 points qui aurait tué l'essence du jeu. Pour moi, c'est faux. L'essence du jeu, elle évolue. Le jeu, il évolue. Le sport, il évolue. Euh, Pourquoi tirer à 3 points ne serait pas dans l'essence du jeu? Il y a des tweets très intéressants de Guillaume du Basket Lab sur comment le 3 points, en final, n'a été que purement l'évolution du tir à 3 points. Ça est toujours dans la recherche du 2 points finalement et du tir tout près du cercle, notamment avec des trucs intéressants où il explique que le pourcentage à 3 points moyen c'est le même aujourd'hui qu'il y a 30 ans et que par contre ce qui a évolué c'est le pourcentage près du cercle parce que justement il y a de plus en plus d'espace, donc c'est de plus en plus simple d'attaquer le cercle par rapport à une certaine époque. Moi je t'avoue que c'est des débats qui me dépassent un peu. Même le fait que les gens reprochent aux Celtics de prendre tant de 3 points, ce qui peut me saouler à la limite, c'est si vraiment tu passes un tir ouvert pour absolument un lay-up ouvert pour un 3 points. On en a vu des fois, ça arrive. On en voit parfois. Ouais. On en voit des fois pour des tirs dans les corners. Mais écoute, 3 vaut plus que 2, c'est les maths. Après, j'aime aucune des deux solutions. C'est ça, là t'es obligé, là c'est un peu flingue sur la tempe si tu dois, entre le retrait de la ligne à 3 points et l'arrivée de la ligne à 4 points. Ligne à 4 points, mais de loin dans ce cas-là, de loin, ça forcera les joueurs. Je pense que au début, il n'y a pas beaucoup de monde qui pourront vraiment mettre des 4 points, parce que j'ai peur que le 4 après vaille vraiment beaucoup plus que 2. Là, pour le coup, on est sur le double, tu vois. Ouais, celui-là, le 4 points, pour le coup, je trouve qu'il dénature un peu plus ce qu'on appelle l'essence du jeu, parce que au niveau du rapport entre les
points marqués, là, ça devient un peu délicat. Pardon. C'est un peu un coup de bol, quoi. Non, quand tu vois certains des mecs tirer aujourd'hui sur cette distance à 4 points, un peu, tu dis que bon, ça reste de l'adresse, mais c'est quand même beaucoup plus aléatoire que ce qu'à 3 points. Donc moi, je serais plus, à la limite, s'il faut vraiment choisir, je préfère enlever le tir à 3 points et ça empêchera pas des gens de tirer de là s'ils sont ouverts et s'ils sont endroits à cet endroit-là. Mais non, moi, je suis aussi pour le statu quo. Il y a peut-être des choses à changer, à faire évoluer dans le jeu, mais pas. Je pense pas. La ligne à 3 points, au final, on peut aussi dire que la ligne à 3 points, à la base, n'était pas dans l'essence du jeu, vu qu'elle a été rajoutée après. Mais en tout cas, le jeu, comme il est pratiqué aujourd'hui, ça en fait partie. Ça fait partie intégrante, ça fait partie de ce que les gens considèrent comme spectaculaire aussi. Les mecs comme Curry, Harden, là, qui est devenu le deuxième plus prolifique à 3 points, c'est des joueurs qui se sont aussi basés là-dessus pour faire leur beurre, quoi. Non, moi, je changerais rien et je trouve que les époques les époques évoluent, les styles évoluent, il y aura quelque chose de différent aussi. Là, on n'est pas parti pour 50 ans avec que du tir à 3 points et plus jamais rien sous le cercle, c'est pas comme ça. Parfois, il y a de l'abus sur certaines tendances, c'est dans l'excès pendant quelques saisons et puis après, ça redevient un peu normal. Ce qui est évident, c'est que c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs capables de tirer à 3 points aussi. Avant, c'était pas du tout le cas. Donc voilà, ça change des choses, ça a changé des choses, Ouais. mais il y a encore des changements. Il y a de plus en plus de joueurs capables de tirer à 3 points parce qu'on a mis l'accent sur le tir à 3 points. Moi, je ne sais pas si on reviendra complètement en arrière. C'est un peu comme le capitalisme. Il y a toujours plus de capitalisme. Du coup, il y a toujours plus de 3 points. Ça dépend vraiment comment ils sont pris, en fait. Ça dépend comment sont pris ces tirs à 3 points. J'ai du mal à... Vraiment, c'est un truc sur lequel j'ai du mal à mettre le point dessus. C'est pourquoi les Celtics sont autant reniés par une partie du public sous prétexte qu'ils mettent beaucoup de 3 points et qu'ils prennent beaucoup de 3 points. Je veux dire, la manière dont ils prennent leurs 3 points me semble intelligente. Ils sont capables d'exploiter d'autres choses, mais que justement, finalement, on veut tellement leur refuser les autres choses qu'on les laisse prendre des 3 points, tu vois. Donc, Les Rockets les Rockets d'Arden avaient aussi cette mauvaise publicité parce qu'ils prenaient énormément de tirs à 3 points. Mais c'était aussi en réponse à une tendance déjà qui se dégageait chez les Warriors, qui était l'équipe qui devait battre. Donc il y a toujours des équipes qui seront peut-être pas appréciées pour une certaine chose et c'est un peu l'histoire, quoi. C'est un peu le cours de l'histoire comme ça, je pense. ouais. Et donc Flying Flow avait un start bench cut pour nous avec des joueurs français en activité. Si vous deviez monter une équipe de Betclic Elite, évoluant aussi en Euroleague, composée à 100% de joueurs français pour la saison prochaine, quels seraient vos choix parmi les propositions suivantes ? 10 joueurs pro au total pour cette équipe, avec en complément dans le groupe les deux grands espoirs que sont Shai Antoine et le head coach Théo. Alors pour le poste de meneur de jeu Antoine, donc pareil. Alors là j'ai l'impression qu'il y a plus une demande, une requête de faire ça sous forme de qualité. par plus si t'es un GM plus que par goût personnel. Après ça t'empêche pas de dire que tu préfères tel ou tel joueur, mais là vraiment c'est ton job dépend de tes choix, on va dire. Okay. Donc on a meneur de jeu Nolan Traoré, Matthew Strazel, Franck Nilikina. Je start bench cut. Ouais. Je start Strazel, je bench Traoré et je cut Nilikina. Bon, si c'était le cœur qui parlait, je prendrais Nilikina, mais bref, quoique Nilikina il est meneur d'une équipe importante d'Europe, le Partizan. Euroleague, oui, bien sûr. Bon, Strazel. Moi, je lui préférais Strazel dans le même profil, en fait, qui est un peu plus dynamique, aussi, plus offensif. Strazel aussi. Ouais, sur la tendance du moment, je start Strazel, je bench Nilikina et je cut Traoré juste pour l'âge, mais bon, on sait qu'il sera très très fort. Si tu me reposes la question dans 3 ans, je fais peut-être le classement inverse. Hein. Mais pour l'instant, je cut Traoré. Ensuite, au poste 2, Rodrigue Bobois, Nadir Ifi, Eli Okobo. Oh, dur. Très dur, très dur. Vu qu'en fait, ce qui est dur avec ces choix, c'est qu'un GM, normalement, serait quels sont tous les joueurs disponibles dans le pool. Tu vois, nous, on les découvre au fur et à mesure. Donc, je ne peux pas anticiper pleinement la complémentarité de mon équipe, en fait. Donc, Bobois, Ifi et... Okobo. Ah, c'est dur. C'est dur parce que... Bon, si t'as pris Strazel, tu peux aussi faire en fonction de qui t'as pris. Je peux rester sur l'AS Monaco, tu sais, je prends Strazel et Okobo, mais... Non, allez, je vais bench Nadir Ifi, très bon en tant que 6e homme. Je pourrais start aussi bien Okobo que Bobois, c'est dur.
Ça fait pas un bas court très grand dans tous les cas. Hein. C'est ça, c'est ça. Ben, je vais prendre Okobo sur la taille. Je pense qu'il est un peu plus grand que Bobois, je suis même pas sûr. Attends, je vérifie. En tant que GM, je viens vérifier Bien mes sûr, données. tu as raison. Okobo, il a un 91. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus grand. Ah non, Bobois, il est plus petit, hein, je pense. Bobois, ça doit être un 88, un 90. Ils sont pareils. Ok. Ouais, je vais garder Okobo. Vas-y. Mais Bobois, en fait, à l'expérience, Moi, je starte Bobois. Hein. Je starte Bobois et je bench Okobo et je cut Nadirifi. Même si, à regret, vu le dynamisme offensif qu'il apporte dans une équipe, mais je fais ça. Je prends l'expérience de Bobois. Yes. Toi, t'es sûr? Pardon, t'as dit Okobo start, Ifi bench, Ouais, Ify Bobois bench. cut. Ok. Ify, je suis content de l'avoir sur le banc, en fait. Ouais. Bobois est plus expérimenté, peut-être plus fort, mais Ify, il rentre, il met des cartons, quoi. Le poste 3 est compliqué, je te préviens tout de suite. C'est pas du tout les mêmes joueurs. Zachary Rizaché, Ouais. Evan Fournier, Oh. Bilal Koulibaly. Donc t'as une équipe d'Euroleague encore une fois. Oh, c'est dur. Que des joueurs français. Voilà. Mais il y a des postes que je n'oserais pas attribuer comme ça. Je suis désolé, Flying Flow. Je suis désolé, Flo. Il y a des mecs que j'aurais pas mis 3, que j'aurais pas mis 2, tu vois. T'aurais mis Evan 2, quoi. J'aurais mis, en fait, pour moi, Okobo, ça fait du 1. C'est les mecs qui ont la balle en main, tu vois, qui jouent les pick and roll. Je suis vraiment sur les guard, wings, bigs. Je suis vraiment plus du tout sur les 5 positions. Je suis désolé de faire le vieux. Ah, ça, ce serait plus. J'aime pas ce que ça fait. Là, ce serait plus sur un 5 majeur. Toi, t'es plus dans l'idée d'un 5, mais là, c'est un exercice compliqué. Parce que là, je suis embêté, tu vois. J'ai Strazel. C'est là, je vais prendre Fournier, tu vois. Je vais start Fournier, mais. Et c'est pas très grand encore. Hein. ton équipe small ball. Ça me fait tellement mal au cœur. Ouais, non, mais non, tu sais quoi, si je peux pas que trisacher, ça me ferait trop mal, quoi. Tu sais quoi, bah, je vais. Ouais, je vais faire un truc bizarre, mais c'est pas grave. Mon équipe, elle va miser un peu sur la jeunesse. Je vais start Rizaché, je vais bench Fournier et je vais cut Koulibaly. Ça n'a pas vraiment de sens, je sais, mais. Non, mais je comprends. Moi aussi, je veux de la taille. Je start Rizaché. Avec ce qu'on a vu déjà de lui en Europe sur une courte période, je pense que voilà. Et Evan aussi, je l'aurais préféré en 2. J'aime pas tellement le mettre en 3, donc je vais le bencher et je cut aussi Bilal, même si bon, ça fait mal. Et puis enfin, je veux dire là aujourd'hui sur la NBA par exemple, Bilal serait pas cut, tu vois. Ouais, bah oui, voilà. Ce serait peut-être même le start. Mais... Ouais, c'est très possible. Allez, poste 4. Ouais. Ousmane Dieng, Yohan Makoundou et Jalen Horde. Je vais start Horde, je vais bench Dieng et je vais cut Makoundou. Ah, j'aime bien les dunks de Makoundou quand même. Pour de l'Euroleague, j'ai une équipe très offensive. Moi je start Jalen Horde aussi tous les jours parce que je l'aime beaucoup et il est très bon avec Tel Aviv. Ouais, allez, je bench Makoundou et je cut Ousmane Dieng, même si c'est. Voilà, je crois encore à Ousmane Dieng, moi. J'espère qu'en Euroleague. Ah, j'y crois encore, mais c'est histoire de dire reste en NBA, tu vas percer, ça va aller. Voilà, on va dire que c'est pour ça. C'est pour son bien. Et le poste 5, Alex Sarr, Moussa Diabaté, Vincent Poirier. Je vais start Vincent Poirier. Ah, l'expérience. Je vais bench Alex Sarr et je vais cut Moussa Diabaté. Je start Poirier aussi, l'expérience des gros clubs. Mais par contre, j'aime trop Moussa Diabaté pour le cut, je suis désolé. Je le bench et puis Alex Sarr, pareil, va faire ton trou en NBA, c'est très bien. Et moi, j'ai une équipe même si Diabaté peut le faire aussi, ouais, toi t'es une équipe de jeunes, ouais. Ouais, je bench Diabaté et je cut Alex Sarr. Voilà pour sa start bench cut, ça donne un 5. Start bench cut très intéressant pour le coup. Ça donne des 5 pas trop mal. Hein. Toi, du coup, ça fait. Moi, ça fait Strazel, Okobo, Fournier, Horde et Poirier. C'est très offensif. Moi, c'est quasiment la même chose. Hein. Moi, j'ai Strazel, Bobois, Rizaché, Horde, Poirier. Voilà. Ça ferait une équipe pas dégueu en Euroleague quand même. Ouais, c'est clair. On passe à la question suivante, question de Jérôme. Par notre prisme français, on s'attarde beaucoup sur le développement de la relève française, et à juste titre, je trouve, avec des Wemby, Rizaché, Sarr ou Koulibaly. Mais au-delà de notre biais, est-ce que la France est le pays hors États-Unis qui a le plus de jeunes de moins de 24 ans en NBA ? Quel autre pays aurait un contingent de jeunes joueurs à fort potentiel ? L'Australie, l'Allemagne, la Slovénie ? Et plus généralement, comment expliquer cet exode français mais pas espagnol par exemple ? Est-ce que c'est lié à la force des clubs nationaux ? Merci pour votre réponse.
Il y a les Canadiens aussi quand même, hein. Je pense que les Canadiens, alors Ouais. c'est eux qui ont le deuxième plus gros contingent tout court derrière les États-Unis, hein. C'est le Canada et ensuite c'est la France. Après, c'est vrai que là sur les moins de 24, je fais pas gaffe à qui a le plus de Mhm. jeunes, mais le Canada a des joueurs qui jouent de toute façon en NCAA, maintenant aux C- États-Unis très ça tôt. s'explique bêtement par la géographie Voilà, aussi, hein. ouais, proximité géographique. Euh, pour ce qui est des prospects, je pense qu'il y en aura qui viendront d'un peu partout. C'est vrai que la France est à la mode. Mhm. La France a un profil de prospect qui plaît beaucoup en NBA avec des joueurs athlétiques, polyvalents, capables de défendre sur plusieurs postes, qui fait que les Français s'exportent mieux, je pense, au niveau de la formation. Lié aussi à notre passé colonial, hein. Mhm. J'aime pas faire ce raccourci, Ah, ouais, mais c'est aujourd'hui une vérité. Euh, L'Espagne aussi forme des joueurs, des profils un peu différents, mais les Espagnols vont aussi avoir des talents qui vont venir, hein. Ça, c'est vraiment pas que c'est pas que la France le championnat français intrigue aussi maintenant. Forcément, tu as eu Wembanyama. Parce que je parle de profil, je veux pas que ce soit que ça l'explication. Il y a d'autres explications aussi. Tu vois, la France forme des jeunes depuis longtemps et c'est pas nouveau. Tu vois que la France forme des jeunes. On forme des jeunes qui ont aussi des, euh, des profils au niveau de la formation. Je parle même pas que des qualités athlétiques maintenant qui peuvent plaire. Et, euh, et quand tu as un Wembanyama qui arrive, en fait, un Wembanyama, il ouvre la porte pour tous les autres derrière, tu vois. De la même façon que Tony Parker a aussi ouvert une porte. Les Espagnols ont eu Pau Gasol. Mais là, avec Wembanyama, forcément, en tant que GM, tu t'intéresses au championnat de France, tu t'intéresses aux prospects français, tu te dis, bah, c'est quoi la prochaine pépite? On se doute bien que si Bilal il a été pris 7 l'année d'avant, c'est aussi parce qu'il jouait dans l'équipe de Victor et que du coup, bah, il y a des gens qui l'ont repéré, tu vois, en mode, ah ben, lui, il est fort aussi, bah, tiens, lui aussi, il mérite d'être pris, Mhm. etc., etc. Si à un moment, un Espagnol venait à faire un énorme carton en NBA, je pense que le championnat espagnol, qui est déjà médiatisé aussi, hein, de toute façon, auprès de la NBA, notamment les équipes Euroleague, euh, il va y avoir d'autres talents. Je pense à Nunez qui a été drafté au second tour. Il y a Aldama. Ça va venir aussi pour l'Espagne. Après, voilà, le profil et l'attrait pour le championnat de France aujourd'hui fait que. Puis, ouais, la France a un paquet de bons jeunes, ça c'est clair. On Mais a un est-ce que paquet de bons le, basketteurs. est-ce que le vivier espagnol, il attire autant? C'est-à-dire qu'on sait que ça va faire des joueurs Ils n'ont incroyables pas les qui. mêmes profils de joueurs, en Ouais. fait. Ils C'est ont- c'est- c'est c'est des joueurs qui vont être très très forts avec leur équipe nationale, très très forts en club, je pense. Je sais pas si, notamment sur le plan athlétique, hein, mais il n'y a pas que ça. Je sais pas si on a tant que ça qui vont franchir le pas. Faudrait voir un peu la nouvelle génération. Je connais pas assez bien, hein. J'ai vu pas mal des matchs entre la France et l'Espagne dans les catégories de jeunes récemment, mais il y a des profils athlétiques, hein, et aussi ouais. issus de l'immigration d'ailleurs. Il y en a, les Espagnols en ont. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins tendance. Tu vois. Mais en fait, j'aime pas le raccourci immigration qualité athlétique parce que déjà, Bien sûr. souvent au final, Non, mais il y ça a d'autres vient après trucs. à une couleur de peau et c'est faux. Par exemple, c'est le même cliché qui fait qu'aujourd'hui, certains pensent que Luka Doncic n'est pas athlétique, tu vois, alors que Hmm. Luka Doncic est très athlétique, juste d'une autre manière. Alors peut-être très athlétique, j'exagère, il est pas très athlétique, mais il est athlétique. Et en fait, c'est pour ça que je préfère parler de profil de joueurs. Hmm. Par exemple, les Espagnols, ils vont former des meneurs, tu vois, un Ouais. Nunez, des mecs que nous on forme pas, mais des meneurs comme ça un peu playmaking, Vista, tu vois, alors Campazzo, il est argentin. Ces mecs-là en NBA, ça attire moins, en fait. Tu préfères d'abord voir les prospects très longs, longs bras, Hmm. capables de défendre sur plein de postes. Tu te dis, je vais pouvoir les intégrer dans mon système d'une manière ou d'une autre, tu vois. Quel que soit le schéma, quelle que soit la direction que va prendre ma franchise, je sais qu'un Rizaché ou un Sarr, il y a un moment où j'arriverai à en tirer quelque chose. Tu vois, et les Espagnols ont moins des profils de joueurs comme ça. C'est pour ça que même s'il y avait juste tu vois, Santi Aldama, pour moi, est un bon exemple au final. Tu sais que Santi Aldama, tu vas pouvoir le mettre dans n'importe quel système. J'aime Et, beaucoup. et moi aussi, j'aime beaucoup ce joueur, tu vois. Et juste, il n'a pas le rayonnement aujourd'hui en NBA qui fait que d'un coup, tu te dis, ah bah tiens, est-ce que les Espagnols, ils n'ont pas d'autres joueurs comme ça? Tu vois, que les franchises NBA se mettent à les chercher en Hmm. Espagne, tiens, est-ce qu'on n'a pas le nouveau Santi Aldama? Mais ça finira par arriver. Le moment où les Espagnols auront un gars très fort, je dis Espagne, mais c'est pareil pour l'Allemagne. Tu vois, regarde, pareil, Franz Wagner, il est athlétique. Alors, il a joué Ouais. en NCAA, tu vois, il a joué en NCAA, c'est différent. Mais il va y avoir des prospects de partout. Juste, je pense que la France a un temps d'avance sur la formation à ce niveau-là. La formation française a ses limites aussi, on l'a déjà critiqué souvent, mais sur cette manière de préparer ou de sortir des prospects NBA, la France a je pense, un petit temps d'avance. Euh, voilà, et du coup, on a des joueurs qui sont très regardés. Et après, c'est pas juste ça suffit pas d'envoyer des mecs en NBA. Il faut qu'ils restent. Et c'est là Hmm. où la France a parfois encore un peu de mal, tu vois. Alors, on a des mecs qui sont venus, on a parlé de Nidikina, on a parlé de Kylian Hayes. Il y a des mecs qui viennent, Eli Okobo a été en NBA. Il y a Hmm. des mecs qui viennent, ils restent pas.
Donc maintenant, il faut aussi pouvoir garder des mecs. C'est pas juste tu as attiré les scouts, on t'ont repéré, c'est très bien. Maintenant, après, ensuite, il faut réussir à s'y imposer. Tu vois. Et pour les autres pays qu'il cite, l'Allemagne, tu m'en as déjà parlé, toi tu prévois une forte arrivée de gros talents allemands, là aussi avec un Allemand autre, avec des noms Hitch. voilà, On prévient. notamment, alors là aussi lié à l'immigration, mais plutôt à l'immigration Ouais. des pays de l'Est et de la Serbie notamment. Ah, c'est Les Allemands, voilà, ils ont une formation à l'allemande avec des joueurs très très les très Turcs, allemands les Turcs et les d'ailleurs aussi. Turcs. Donc eux aussi vont peut-être tirer profit de ça, en plus d'avoir une belle formation. Enfin, Wagner Je avait pense que les expliqué. Allemands dans le temps vont Ouais. avoir une très grosse équipe. Bien sûr. Et Wagner parlait justement de la très bonne formation allemande aussi, de tout ce qu'il avait appris dans les fondamentaux et tout ça. Donc moi, je pense aussi que les Allemands, et dans les autres pays qui sont cités, l'Australie, c'est assez constant maintenant. Ils ont toujours des joueurs qui viennent en NBA, des joueurs formés aussi à un basket pro très jeune. Ça va venir partout de toute façon. C'est évident que le basket est très très international. Pour la Slovénie qui est citée aussi, par contre, je suis un peu moins sûr. La présence de Doncic fait que C'est un tout petit pays. Ouais. voilà, la présence de Doncic fait que ça fait naître des vocations, c'est évident. Par contre, il y en a un comme ça tous les je sais pas combien de temps, quoi. Non, mais il faut comprendre qu'il y a autant de gens dans Paris Intramuros qu'en Slovénie, dans tout le pays. Quoi. Donc tu ne peux C'est pas ça. facilement créer des tonnes de prospects. À un moment, tu es limité par ton réservoir de population, tout Et simplement. pourtant, ils ont un crack en basket, Le ils fait ont qu'ils aient un crack Pogacar en et vélo, voilà. Doncic, c'est dopage, pas dopage que vous Ah non, voulez, oui, non, mais ça reste immense d'avoir deux mecs comme ça pour un pays de 2 millions d'habitants. c'est clair, C'est un pays de sportifs d'ailleurs. Il y a des absolument. montagnes partout, le sport est encouragé. C'est juste qu'après, bah voilà, tu peux pas avoir des talents à ce point tout le temps. Quoi. Ouais. Question de Jules. En ce moment, ça parle des joueurs qui ont changé le jeu, avec notamment un top 10 de nos amis de Trash Talk. Curry, Jordan, Jabbar, Shaq, ok, mais pas de Jokic en vue. Pourtant, les équipes actuelles basent de plus en plus leur playbook, entrée de play sur les bigs devenus des armes de création, avec par exemple Bam au Heat, Şengün chez les Rockets, Embiid aux Sixers ou encore les récentes mises en avant de AD aux Lakers ou Mobley aux Cavs. Positionnez-vous le Joker dans cette cour des game changers. Ouais, peut-être qu'il a pas été cité ou qu'il est pas dedans parce que c'est récent et que l'évolution est en cours. Jokic, il est encore dans son prime, donc tu fais des petits, enfin ça prend du temps pour faire des petits, mais on voit Şengün et Bam, effectivement Şengün notamment, Şengün, tu sens l'inspiration. Ouais. Et après, il y a un truc, c'est qu'un mec comme Jokic, c'est très dur à trouver, hein, tu vas pas en trouver, il va falloir s'accrocher, c'est plus facile aujourd'hui de reproduire d'autres profils que de reproduire celui de Jokic. Il a quand même de la taille et de la puissance à revendre en fait, Nikola Jokic. Au-delà de tout son QI basket, de toutes ses qualités techniques, il aura toujours sa taille et son poids pour lui. Il bully des mecs dans la raquette, ça reste presque pas son atout premier, parce que son atout premier c'est la passe, c'est sa vision du jeu, mais tu vois, on en parlait dans un autre CQFR, on nous demandait, bah tiens, si Jokic il faisait 1m90, Ouais. et on était là, mais en fait, on peut pas aujourd'hui oublier qu'il fait pas 1m90, qu'il est grand et qu'il est costaud. Mais oui, il va forcément faire des émules, Jokic, je pense. Mais ça va être ça. Non, mais la question, enfin, pour répondre à cette question, c'est est-ce qu'on va soudainement voir des joueurs avec ce profil physique qui vont arriver, qu'on va voir arriver, voilà, ça c'est pas évident parce que à partir du moment où la question c'est est-ce que c'est juste une anomalie dans la matrice qui a réussi à gagner sur une période précise de l'histoire, ou est-ce qu'il va créer d'autres, ou est-ce qu'il y aura d'autres joueurs comme ça, peut-être pas aussi forts, mais ça je sais pas encore. Je sais pas si dans les catégories de jeunes on voit déjà beaucoup de joueurs avec ce profil-là, des grands un peu larges qui misent beaucoup sur la qualité technique, le toucher, la passe. Je sais pas ça. Et ça, pour moi, à l'heure actuelle, c'est encore un joueur unique. Şengün, c'est une version et encore pas totalement pareil. Même sur le morphotype, il s'est épaissi un peu, mais il était quand même assez fin au début. Il y a de l'inspiration, et je pense que Şengün, il suit un peu la voie tracée par Jokic, et qu'il n'y aurait pas eu de Şengün sans Jokic. Peut-être qu'il n'aurait pas été aussi mis en avant. Peut-être que même Hartenstein n'aurait pas autant de liberté avec la balle s'il n'y avait pas Jokic. Ouais, très possible. C'est un très bon passeur. C'est pas du tout du même niveau star, mais on n'hésite pas à faire passer le jeu par lui au poste haut. On n'hésite pas à faire passer le jeu par des intérieurs qui ont une bonne qualité de passe au poste haut. Ou Mbanyama aussi, son jeu passe par lui de temps en temps. Mais oui, il y en aura d'autres. Jokic, il y a des mecs qui vont s'en inspirer, des gros gabarits qui vont s'en inspirer, c'est sûr. Moi, je pense qu'il en sera. En tout cas, s'il ne l'est pas déjà, il sera dans les gens qui ont changé le jeu, parce que. Enfin, je veux dire, et au même titre que si ça se passe bien pour lui, Victor Wembanyama, voilà, un mec de cette taille-là qui joue comme
comme un arrière qui shoot tout le temps. Enfin, forcément, ça change la dynamique, ça oblige les équipes à s'adapter à lui. Comme les équipes ont essayé de s'adapter à la présence de Curry chez les Warriors, en développant eux-mêmes plein de shooters. Il y a des gens qui ont essayé de reproduire le modèle des Warriors à Atlanta, ça n'a pas marché. Portland a essayé aussi. Portland a essayé, ça fait partie de ce qui permet d'être qualifié de game changer. Je pense que Jokic en fait partie. Et au pire, c'est pas très grave. Au pire, tant qu'il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. S'il n'est pas dans le top 10 des game changers, il sera peut-être dans le top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps à la fin. Vous le mettez pas très loin. Il va très loin. être de plus en plus proche. Ouais. Voilà, ça va dépendre un peu. Il y a peut-être une histoire de palmarès et de continuité. On va voir comment ça se passe pour lui. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est en train de marquer son époque et c'est déjà très bien. Question de Pierre-Henri. J'ai besoin de votre expertise. Est-ce que le système des conférences favorise la conférence forte ? Les équipes de l'Ouest jouent 3 à 4 matchs contre des équipes de l'Ouest. À long terme, le fait de jouer des équipes fortes aide-t-il au développement des talents et des jeunes équipes, comme OKC ou Houston ? Et à court terme, y a-t-il une habitude du haut niveau qui pourrait favoriser les équipes de cette conférence ? On peut imaginer à l'Est un syndrome du type PSG en foot, qui joue des clubs minables toute l'année en Ligue 1 comme Angers, Le Havre et Marseille, pun intended, si j'avais vu avant, j'aurais censuré bien entendu, et qui ne peut pas performer en Ligue des Champions. Je comprends que l'on puisse contre-argumenter avec Boston qui a gagné l'an dernier, mais ils ont une équipe exceptionnelle. On peut dire que sortir d'une conférence forte crée de la fatigue et augmente les risques de blessures. Qu'est-ce qu'on en pense ? En gros, est-ce que le fait de jouer à l'Ouest, l'équivalent de la première ligue en foot, en gros, on va poursuivre la comparaison, permet après d'être plus fort en Ligue des Champions, c'est-à-dire en play-off. Et est-ce que le fait de jouer à l'Est, ça fait le syndrome PSG qui roule globalement sur la Ligue 1 tous les ans et échoue en Ligue des Champions ? Après, oui et non. Oui, je pense d'un côté, c'est un point de vue intéressant auquel j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que si tu joues beaucoup plus souvent des équipes fortes, t'es habitué à mettre une forme d'intensité et du coup, t'es obligé d'hausser ton niveau de jeu parce que tu sais que dans ta conférence, c'est monstrueux et si tu veux t'en sortir, il va falloir que tu sois fort. Donc sur ça, oui. Après, l'avantage, c'est qu'à l'Est, en fait, est-ce que ça te fait mieux jouer en play-off ? Par définition, après, tu joues encore en play-off contre des équipes Donc, c'est pas vraiment la Ligue des Champions, les play-offs. Vu que les play-offs, tu joues encore avec des équipes de ta division, tu vois. Donc, la Ligue des Champions, ça commence vraiment qu'à partir des finales. Et à partir des finales, en fait, tu as déjà des équipes qui sont de toute façon exceptionnelles. Donc, c'est juste ce bémol que je mettrais, c'est que de toute façon, les play-offs, tu joues encore contre ta division. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir comment ça se passerait si on abolissait les conférences et comment ça se passerait sur les 3-4 premières années, combien d'équipes de l'Ouest on aurait sur les 16 et comment ça se passerait en cas de duel Est-Ouest, combien on en aurait sur les 16 et combien on en aurait au deuxième tour de l'Est encore. Combien d'équipes de l'Est arriveraient à passer un tour en fonction des affrontements Est-Ouest C'est réclamé, hein. C'est réclamé par des gens, là. C'est dans l'actualité. Même la NBA se pose la question parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'inégalités entre les deux conférences que la Ligue se pose la question. Après, l'avantage quand tu es à l'Est, bah oui, tu peux être moins fort, mais par contre, tu participes aux playoffs. Mais même chose, tu joues les playoffs dans ta division. Donc, est-ce que c'est vraiment la Ligue des Champions ? Si tu es Atlanta et que tu finis par atteindre les playoffs, mais que tu joues contre d'autres équipes, le niveau d'intensité, quel est-il, tu vois ? Donc, tu apprends à jouer dans un autre contexte. Donc, l'Est te permet parfois un peu plus facilement d'engranger de l'expérience dans tes contextes compliqués. Les playoffs, tu vois, les Cavs. Est-ce que cette équipe des Cavs, elle aurait pu jouer autant les playoffs à l'Ouest avant cette année évidemment, mais tu vois, les années précédentes, peut-être que le parcours aurait été plus chaotique, peut-être qu'il y aurait eu un passage par le play-in, tu vois. Là, au moins, ils ont pu apprendre en jouant ces premiers tours de playoffs. Donc c'est une question intéressante. D'ailleurs, sur le coup des conférences, tu es pour ou contre les abolir ? Moi, je veux bien tenter de faire le 1 tirage intégral, disposition intégrale entre 1 de 1 à 16. Le premier joue le 16e, indifféremment de la conférence. Enfin, ça m'intrigue en tout cas, j'aimerais bien le voir. Après, c'est toujours délicat, les Américains sont toujours très frileux à l'idée de bouger des choses établies depuis la nuit des temps. Et ça remettrait des choses en question, mais je trouverais ça plutôt intéressant de le tenter. Je ne sais pas si je suis pour à 200%, mais sur le papier, ça, en termes de mérite, je trouve pas ça déconnant, tu vois. Mais bon. Je ne sais pas si ça fait partie des scénarios qui sont évoqués, là, de toute façon. Dans les règles, dans les trucs qui pourraient changer, c'est évoqué. Adam Silver en a parlé. Ça intéresse certains dans le board de la NBA. Je ne sais pas si ce sera suffisant pour que ce soit un changement définitif, par contre. Et pour je reviens rapidement sur la métaphore avec le foot. La différence pour le PSG, par exemple, c'est qu'en Ligue des Champions, il y a aussi une autre forme d'arbitrage. En tout cas, sur la décennie écoulée, je ne parle pas de l'année dernière spécifiquement ou avant.
mais l'arbitrage ou même la dureté du jeu est un peu supérieure quand même en Ligue des Champions. Ils ont souvent été pris dans ce piège-là, je trouve, avec des arbitres un peu plus qui laissaient un peu plus jouer ou des choses comme ça. L'arbitrage français est quand même assez strict et favorise globalement les grosses équipes, au contraire de la Ligue des Champions. Après, tu vois, l'AS Monaco au basket, ça les a pas empêchés d'aller au Final Four. Alors là, maintenant, le championnat commence, tu vois, maintenant il y a 3 équipes Euroleague, mais il n'a pas toujours été très élevé en termes de niveau, le championnat français. Ça n'empêche pas Monaco d'aller loin. Paris, quoi qu'on en dise en foot, en Ligue des Champions, ils ont quand même fait une finale. Tu vois, ils ont quand même fait une finale. Certes, c'est pendant l'année du Covid, mais la finale sur le tournoi sans public dans non, je sais, je fais mon Marseillais. Ouais, non mais moi, Lyon avant en demi quand même cette année-là, donc c'est vrai. Je prends quoi et perdre contre le futur vainqueur, donc improbable. Ouais. Mais bon, voilà. Mais c'est une bonne comparaison. Petite question rapide de Adam qui dit: on sait que vous êtes des passionnés de basket, mais lequel d'entre vous est le plus fort? Lequel est le plus fort en 1 contre 1? Pensez-vous que vous pouvez battre d'autres journalistes comme Rémi Reverchon de NBA Extra ou vos confrères de First Team? Alors, c'est bien, je te mets sur le grill parce que moi tout le monde sait que évidemment je ne bats personne. J'en ai aucune non, idée. mais je pense qu'ils se demandent. Je pense qu'ils se demandent à quel niveau les uns et les autres ont joué. Non, Rémi Reverchon, qui a joué dans l'équipe de Théo, c'est ça qui est intéressant. Ils ont joué dans la même équipe. Mais Rémi Reverchon, Erwan, Thomas, ils ont tous joué à un très bon niveau quand même. Faut reconnaître, tu vois. Alors ils ne jouent plus forcément tous, mais honnêtement, j'en ai aucune idée. Je les ai déjà jamais vus jouer en vrai. Et encore moins aujourd'hui. Et non, par humilité profonde, je peux te dire que Rémi, vu son gab et le niveau auquel il a joué, tu vois, donc non, honnêtement, je me pose, en plus pour de vrai, je me pose vraiment jamais la question. Et il nous demande lequel, et en gros, il nous demande lequel d'entre nous qui gagnerait en 1 contre 1. Donc moi, je n'entre pas dans l'équation évidemment, mais est-ce que tu penses que là, vu qu'il est pas là, est-ce que tu peux taffer Théo 1 contre 1? C'est la question. Non, lui dit que oui, mais moi je pense pas. Moi je pense que Théo il fait le mec humble. Et même Julien aime beaucoup faire le mec humble, mais à mon avis ça joue encore. Les deux ils ont quand même. Théo pareil, c'est quand même. À mon avis c'est très solide. Malgré leur âge canonique. Ouais, je pense que c'est très solide. Puis du 1 contre 1, en fait, du 1 contre 1 c'est différent. Ouais, je suis un bon joueur de 1 contre 1, tu vois. Mais je me considérerais pas meilleur basketteur jamais de la vie, tu vois. En 1 contre 1 c'est différent, c'est un peu délicat. Ça va, tu peux te créer ton shoot. Mais je pense que là, sur un 5-5, Théo sera un meilleur basketteur que moi. J'en ai très peu de doutes là-dessus. C'est beau cette humilité, bravo. Alors que moi, en 1 contre 1, en 3-3 ou en 5-5, je suis un moins bon basketteur que tous mes partenaires. La question est différente pour le foot, évidemment, mais voilà. on parle de basket. Quoique Antoine Pimel, marathonman, moi je l'ai vu sur le terrain pour le coup. Ouais, mais non, c'est pas la même qualité technique quand même. Je peux vous dire aussi pour avoir vu. Non, loin de là. Question suivante, allez, on va prendre question de Vivian. Depuis des années, les joueurs sont souvent surpayés par rapport à leur réelle valeur d'après moi. Les équipes le semblent presque obligées de donner des contrats max pour conserver leurs jeunes talents, ce qui n'était pas un problème majeur par le passé grâce à la luxury tax. Mais avec les nouvelles règles du CBA, notamment les Apron, cher Antoine, qui limitent fortement la flexibilité des équipes dépassant la luxury tax, il devient beaucoup plus difficile de maintenir des stars et des bons role-players sur le long terme. Ces nouvelles contraintes annoncent-elles selon vous la fin des dynasties comme celle des Warriors ? Pensez-vous que les équipes vont devoir revoir leur politique salariale et proposer des contrats plus raisonnables pour rester compétitives, ou est-ce que les joueurs continueront à obtenir des contrats max au détriment de la compétitivité à long terme des franchises? Bonne chance pour y répondre, nous dit-il. J'ai hâte de vous entendre et de recevoir le livre sur les GOAT. C'est une très bonne question. On n'a évidemment du coup pas la réponse aujourd'hui parce qu'on est au début d'une nouvelle ère à ce niveau-là. Je pense que déjà les dynasties, de toute façon, ça fait un moment qu'on n'en voit plus vraiment. Il a fallu pour que les Warriors maintiennent une dynastie, il a fallu qu'ils aient quand même Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, André Iguodala dans la même équipe. Un jour plus tard, on prendra du recul et on réalisera à quel point mais cette équipe c'était dingue. Je pense que c'est la meilleure. Moi, je n'ai pas de doute sur le fait. Je spoil le livre GOAT honteusement, même si je me souviens pas. Pour le coup, je sais plus qui est.
Je sais plus qui arrive en tête de ce classement. Ce classement existe. Très sincèrement, je ne sais plus qui est premier. Mais moi, je veux le dire, pour moi, la meilleure équipe de tous les temps, c'est les Warriors de 2017. Invincible. Absolument invincible. Vous pouvez me ramener les Bulls 96 que vous voulez. Masturbez-vous autant que vous voulez sur Jordan Pippen. Tu peux rien faire contre les Warriors de 2017. Et du coup, des dynasties, je pense que c'est déjà compliqué. Et c'est vrai que la construction avec les règles en place, les règles financières font qu'à mon avis, ce sera effectivement difficile, encore plus difficile de garder par moment les éléments clés d'une équipe au-delà de 3 ou 4 ans. Mais en fait, on va juste changer le terme dynastie. Tu fais un three-peat, tu seras une dynastie. Tu fais même un doublé, tu seras presque considéré comme une dynastie. Tu vois, donc les Lakers de Shaq et Kobe sont considérés comme une dynastie. Ils font 4 finales, certes, et 3 titres, c'est énorme, tu vois, mais ils n'ont pas été ils sont pas sur 10 ans. Donc ça, c'est une équipe très très forte pourrait le faire. Les Celtics pourraient faire 3 finales de suite. Tout dépend aussi du terme de comment tu définis dynastie, quoi. Est-ce que c'est de... Bah, tu vois, les Spurs, il y en a même qui disent que les Spurs ne sont pas forcément une dynastie parce qu'ils ont gagné sur... alors plusieurs titres, certes, mais sur une période très très étendue. Il n'y a jamais eu de back-to-back. D'autres disent que les Warriors ne sont pas une dynastie et réservent ce titre-là juste pour les Celtics à l'ancienne, de Bill Russell presque. J'ai l'impression que personne d'autre n'a le droit à ce qualificatif. Moi, je pense que quand tu as une forme d'excellence avec au moins 2 titres sur une période donnée, t'es pas loin d'une dynastie quand même. Les Spurs, pour moi, sont une dynastie, une autre forme de dynastie. Les Warriors sont une dynastie. Oui, ils font 2 finales en plus. Les Jordan sont une dynastie. Les Lakers de Magic, les Celtics de Bird, les Warriors. Les Warriors, ils font aussi 2 finales. Alors, il y a Durant qui arrive entre-temps, mais ils font 2 finales contre les Cavs et contre les Raptors. 6 finales, 4 titres. C'est quand même, c'est énorme. Donc, par contre, oui, je pense que ça va être de plus en plus compliqué. C'est déjà de plus en plus compliqué. Un simple back-to-back... ouais, le cap va aussi augmenter, c'est vrai. Il y aura des adaptations, je pense, pour que ça reste attractif. Mais il y aura aussi toujours des joueurs qui prendront les contrats max. Là, c'était la question. Est-ce qu'il y aura toujours des contrats max au détriment de la compétitivité ? Les joueurs jouent quand même pour eux, quoi. C'est-à-dire que c'est une des questions de la semaine dernière. C'était pourquoi est-ce qu'il y a des joueurs qui font pas comme Dirk Nowitzki ? Pourquoi ? Parce que c'est des carrières individuelles, les mecs. C'est un sport individuel dans un sport collectif, quoi. C'est un peu. Pourquoi dans ta boîte tu prends pas... Pourquoi Shai, toi et moi, d'un coup on prend pas, je sais pas, 200 ou 300 balles de moins pour assurer à Rivers, tu vois, bah non, c'est Alors oui, eux c'est à des montants beaucoup plus grands, donc on peut se dire, c'est vrai, est-ce que tu es à 3 millions près quand on gagne 50 ? Bien sûr que la question elle est un peu différente, mais non, les mecs c'est des carrières individuelles et ils ont raison quand tu vois le comportement des franchises, heureusement qu'ils pensent d'abord à leur pomme. Et par contre, ça va pousser la créativité des GM, c'est qu'il faudra toujours avoir un bon dirigeant, a toujours été important et ça le sera de plus en plus parce qu'il va falloir trouver des manières de remplacer... trouver vraiment le bon gars qui va pouvoir remplacer le role player que tu peux plus payer le moment où tu peux plus payer. Puis ça dépendra aussi des proprios et ça, pareil, ça a toujours été le cas. En fait, c'est exactement pareil, c'est juste à des échelles différentes. Mais il a toujours fallu des proprios capables de payer. Tu vois, on parle de dynastie. Sam Presti, il a pas conservé James Harden pour 4 millions. Mais peut-être qu'il ne le conserve pas pour 4 millions parce qu'aussi il y a son proprio qui lui dit ah non mec, je veux pas payer la luxury tax. Va savoir qu'est-ce que... Tu vois, le Thunder, moi, James Harden récemment disait on prenait au moins 2 titres. Et moi, j'ai tendance à penser comme lui, que je peux pas croire que le Thunder avec Harden, Westbrook, Durant, ça prenait pas au moins 2 titres sur quelques années, quoi. Ça aurait été une équipe, je pense, absolument monstrueuse. C'est un très beau what if. Un des plus gros what if, ouais. C'est un très beau what if. Après, tu vois, des gens t'opposeront le fait que Harden ne serait pas devenu Harden s'il n'était pas parti d'OKC. Je crois pas à ça. Ouais, voilà. Je crois pas. Il aurait été fort quoi qu'il arrive. Sinon, il serait jamais devenu ça à Houston. Peut-être pas exactement pareil, mais il a le talent. Le mec, on l'a vu, c'est un des meilleurs joueurs de son époque. C'est un des meilleurs joueurs de son époque, quel que soit l'endroit où il serait. Tu vois, même s'il avait été envoyé Haute Park à Houston, dans une autre franchise, au final, il aurait été très bon. Après, à quel point, oui, tu peux te demander, il y a des trucs de son jeu qui seraient développés différemment, mais je peux pas croire qu'il aurait pas été une superstar, James Harden. Je pense que le Thunder avait vraiment 3 superstars. On ne saura jamais, c'est un beau what if, mais c'était une équipe sympa qui a pas eu assez de temps peut-être pour... Bon, et puis oui, il y a l'histoire des 4 millions. Le proprio n'a pas voulu payer, quoi. C'est un moment, tout simplement. Il a fallu faire un choix parce que le mec voulait pas payer, donc... Question de Yannick. Félicitations pour votre job podcastique quotidien. J'ai 43 ans et m'intéresse à la NBA depuis les années 90 où j'échangeais des cartes Chrome de MJ dans la cour de mon collège. Je suis fan des Bulls, entre parenthèses, c'est dur. J'aimerais savoir jusqu'où
vous auriez vu les Blazers. Ouais, les Bulls s'étaient à chier après Jordan et avant Rose. Ou vous auriez vu les Blazers aller avec la base Brandon Roy, Nicolas Batum, Lamarcus Aldridge, Greg Oden, sans les blessures. Et par effet ricochet, que serait devenu Damian Lillard, choisi en 6e position, avec le pic des Nets pour le trade de Gerald Wallace dans une saison pourrie post-Brandon Roy et Oden à l'infirmerie. Les Nets avaient Farmar en meneur avant la draft, 3 petits points. Cette team des Blazers est un souvenir aussi douloureux pour moi que le vol des Kings par les Lakers à mes yeux, une équipe que j'ai adorée également. Un autre what if, tiens. Ça aurait été une équipe très très solide, je pense. Je pense que tout le monde est au courant. On fait le double what if sur Brandon Roy, sur Greg Oden. Bah, en fait, sur cette équipe des Blazers, si Brandon Roy mais est jamais si- blessé, si Oden aussi, ouais, si Oden ouais, est jamais la meilleure, blessé non la plus, meilleure c'est ça que je version, veux dire. la meilleure version possible. La meilleure Elle version est forte, possible, la meilleure version possible, ça gagne. Je pense qu'à un moment, ils ont un shot pour gagner en tout cas, parce que Aldridge très fort, très régulier. Aldridge, j'imagine, c'est le 3e meilleur joueur de cette équipe. Ouais. Et puis Brandon Roy, Oden et Roy. Roy, les joueurs, les gens qui suivent depuis moins de temps et donc qui n'ont pas trop connu son passage en NBA, c'était un joueur phénoménal. Hein. C'est un joueur phénoménal. Kobe disait de lui que c'était le plus dur sur lequel il devait défendre, et Kobe était quand même un défenseur à très bon niveau. La Roy dans la NBA d'aujourd'hui, c'est du 25-8-10 de moyenne, un truc comme ça, au 25-8-8. Très possible. Très un joueur comme ça, quoi. Et Greg Oden, on était encore à une époque où les pivots, on leur demandait pas spécialement de s'écarter plus que ça du cercle. Et dans ce registre-là, sur ce qu'on avait vu de lui à Ohio State, c'était une machine, le gars, quand même. Hein. C'est-à-dire que c'était un physique incroyable et je pense que sans les blessures, il aurait été énorme. Et l'équipe était bien construite aussi, finalement. Faut comprendre que c'est pas du tout un scandale quand Greg Oden il est drafté devant Kevin Durant. C'est pour dire. Ça n'a pas été un choc en fait pour les gens. Ouais, c'est normal quoi. C'est Greg Oden. C'est un monstre. Non, ça aurait été. Je pense que ça peut gagner cette équipe. Oh, ça c'est. Ouais, je pense que ça fait vraiment un big tree, un vrai big tree terrible. Et du coup, il nous demande aussi là, c'est un autre what if, mais du coup, qu'est-ce qui serait advenu de Lillard, ouais, c'est ça. T'imagines, tu rajoutes Lillard au mix parce que bon, finalement, mais bon, oui, c'est vrai, ils auraient moins besoin de Lillard. Après, je sais pas, parce que le pic est délicat, parce que finalement, si t'as Oden et Roy à pleine puissance, en fait, déjà, si t'as Roy à pleine puissance, tu t'as peut-être même pas Oden. C'est un peu toute l'ironie du truc, c'est que en fait, on décrète que c'est à partir de la draft d'Oden qu'il y a plus du tout de problème de santé, que tout se passe bien et que tout devient, et que tout se met à fonctionner. Est-ce que même ils auraient du coup fait le trade avec Gerald Wallace, etc. Parce que Oden c'est 2007 quoi, tu vois. Ouais. Oden il est drafté en 2007. Je pense que ce trade-là n'existe même plus en fait. Il y a même plus cette option. Mais on peut imaginer Lillard à Brooklyn. Je pense que ça aurait été exactement la même chose que Lillard à Portland. Un mec qui devient une superstar. Ouais, Lillard à Brooklyn, ouais, j'ai du mal à imaginer. En tout cas, cette équipe des Portland, des Blazers, elle était vraiment stylée. On a espéré pendant plusieurs saisons que ça y est, physiquement ça allait le faire. Notamment pour Brandon Roy, mais les genoux étaient trop abîmés, Greg Oden aussi. Moi, je sais que je les ai beaucoup aimés et que j'y ai cru pendant un temps, en tout cas. Bon, toi aussi, je sais forcément, c'était l'équipe que tu suivais le plus. Mais puis Nicolas Batum était très très bien dans cette équipe aussi. Puis ça te fait un role player assez parfait. Ça fait partie aussi des what if de cette époque. Qu'est-ce que ça aurait pu donner sans les blessures, mais ça, si on fait les what if sur les blessures, il y en a un paquet. Hein. Enfin, c'est fou, c'est triste à dire, mais ça fait partie des aptitudes de basketteur de pas être blessé presque. Et après, tu dois faire contre la génétique si tu as des genoux fragiles, si tu as trop tiré dessus, les genoux ou autre chose d'ailleurs. Hein, mais bref, c'est assez. Trop tiré dessus et après les genoux ou autre chose. Ouais, c'est ça. Pardon. Pour Greg Oden, tu veux dire, ouais. Non. pas mal. Wow, là, le pauvre incroyable. Greg. Et je me demande, à un moment, il était revenu dans le staff de Ohio State, des Buckeyes. Je sais pas il est peut-être coach, assistant coach aux Buckeyes. Ouais. Il jouait avec Mike Conley. C'était le duo. Quand on jouait à, c'était encore NBA Live ou c'était NBA 2K déjà? Ça devait être les NCAA 2K ou les je sais plus comme ça, les jeux comme ça C'est les 2K qui faisaient les trucs à l'université où tu pouvais jouer les clubs. Non, mais là, c'était même, c'est juste que quand tu jouais avec Memphis et que tu avais Conley, il te faisait une petite narration dessus où il dominait en NCAA avec son collègue des Buckeyes, Greg Oden, et inversement, quand tu prenais Greg Oden, je crois que c'était 2K, ouais. Ouais, ça remonte un peu, mais bon.
Question de base. Voilà 2 ans à peu près que je suis de plus en plus près le basket féminin et les prospects autant que je peux. Merci d'en parler de temps en temps. Vous pouvez même en faire plus, on ne vous en voudra pas. Je ne me suis pas encore trop penché sur la draft WNBA 2025, même si je sais qu'il y aura Paige Bakers et normalement la française Dominique Malonga. Je sais que Shai et Théo suivent un peu. Désolé Antoine, je me trompe peut-être que toi aussi tu t'y es mis. Qui sont vos jeunes joueuses, entre guillemets, préférées que l'on va voir débarquer en WNBA la saison prochaine? Non, tu te trompes pas, c'est une question pour Shai. Effectivement, là, moi, je C'est ne saurais ça. pas trop. Je l'ai sélectionné un peu égoïstement. Je me suis dit, une question sur des filles, je vais m'en occuper. Je vais pas être très très original. Paige Baker, ça fait 5 ans que je l'attends. Je suis pas tout seul à l'attendre. Tous ceux qui suivent avec assiduité ont envie de la voir en action, comme on a eu envie de voir pendant 4 ans Caitlin Clark et Cameron Brink. Moi, Paige Baker, je l'attends pas comme le Messi, mais pas très loin. C'est-à-dire que je continue de penser que c'est la meilleure joueuse de cette cuvée-là, et c'est dire que c'est quelque chose d'exceptionnel quand on a vu ce qu'a fait Caitlin Clark et quand on voit ce qu'a déjà montré Cameron Brink avant de se blesser. Donc Paige Baker, évidemment. Et après, dans les joueuses peut-être moins médiatisées, alors déjà, il faut savoir qu'il y en a qui peuvent se présenter, mais qui le feront peut-être pas. Elles sont éligibles, mais elles vont peut-être utiliser leur dernière année. Ça inclut Lauren Betts, la pivot de UCLA, qui est fantastique. Énorme gabarit, mais aussi des super mains. Il y a Adzi Fudd, qui est la coéquipière de Paige Bakers à UConn. Un shoot à 3 points exceptionnel, mais tout le temps blessée ou presque depuis qu'elle est en NCAA, à part une intersaison, une post-saison ou 2. Elle va faire peut-être sa dernière saison en NCAA. Et, Olivia Miles aussi de Notre-Dame, une meneuse très très forte, qui a fait un triple-double en début de saison. Et pour les moins médiatisés, je dirais Teina Paopao, avec un nom bien stylé. Antoine aime bien les noms de joueurs et de joueuses qui sonnent bien. Teina Paopao, de la meneuse de South Carolina, qui était à Oregon avant, que je vois très très bas dans les mock drafts. Si Baz, c'est Baz, c'est ça. Si Baz, tu suis un peu les mock drafts, tu verras qu'elle est pas très haute, mais c'est quand même la meneuse qui a été championne la saison d'avant du coup, et qui est excellente, qui était à Oregon avant. Et j'aime bien parce que le nom est marrant aussi, mais que c'est une très 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 bonne joueuse. Sonia Citron de Notre-Dame, CITRON, une poste 3 très très polyvalente. Et puis oui, du coup la française Dominique Malonga, qui l'évoquait dans la question, donc on a pu voir un petit peu avec l'équipe de France déjà, qui fait un début de saison assez tonitruant avec l'Asvel en termes statistiques. Je ne sais pas si elle est déjà prête pour jouer en WNBA, parce qu'il y aura d'autres joueuses très grandes et athlétiques là-bas. Par contre, elle progresse vraiment, peut-être même plus vite que ce que je pensais là, en France. Et du coup, même si elle n'y va pas dès l'année prochaine, je pense que les équipes l'ont sur le radar. Le fait d'avoir une protectrice de cercle, une joueuse athlétique comme ça, capable ou non de dunker. Moi, personnellement, qu'elle dunk, ça me fascine pas plus que ça. Je pense qu'elle a plein d'autres qualités qui méritent d'être mises en avant. Et même si c'est pas tout de suite en WNBA, alors, je pense qu'en équipe de France, c'est un profil qui va vite s'imposer à partir de maintenant et des années à venir. Antoine, je crois que c'était la dernière question que j'avais retenue pour aujourd'hui. Nickel. Voilà. Il y en aura encore d'autres, de toute façon, toutes les semaines. Quand il y a un surplus, attendez-vous à ce qu'il y ait un deuxième épisode, parce que on ne veut pas vous laisser sans réponse, on ne veut pas vous laisser en vue. On essaie de poser les questions qu'on reçoit. Continuez à nous envoyer ça fait toujours plaisir, toujours vos messages, toujours très sympas. Et puis voilà, on se retrouve rapidement. Yes, et puis de toute façon, comme je le disais, dans la semaine, il y aura un autre podcast à thème. On choisira un thème en fonction un peu de l'actualité NBA. On verra sur quoi on part. On se fera ça avec Théo. Et comme d'habitude, demain, c'est QFR et Late Session. Late Session, bien sûr. Yes, Late Session, 23h cette fois-ci. 23h, peut-être un peu en retard, j'ose plus vous dire de venir à l'heure. Bon. Peut-être j'aurai Internet, peut-être j'aurai pas Internet, qui sait. On lancera ça avant, t'inquiète pas. On lancera ça pour... Yes. On chauffera la salle. Allez. Sur ce, bonne journée à tous. Bonne journée, ciao.